Allez-y, je crois que j'ai interférence. Bien. Je vais fermer la porte. Merci, monsieur. Bon, vous savez que nous sommes réunis ce matin pour un événement extrêmement important. Je vais d'abord passer la parole à Richard Abitbol qui va juste en quelques minutes nous faire un résumé de la question. Et après, monsieur William Gonaden s'exprimera. Vas-y, Richard. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être venu pour quelque chose qui nous tient à cœur, qui est cette affaire Halimi, qui nous a tous très secoués dans la communauté juive de France, mais également par l'action induite par ce qui s'est passé avec l'inintervention de la police, qui est à notre avis un problème qui dépasse largement notre communauté, qui est un problème de la démocratie française. Donc nous tenons à remercier d'abord tous ceux qui sont venus rejoindre de notre comité de soutien, personnalités, individus. On est plus de 7000 personnes à s'être inscrits à cette comité de soutien. De nombreuses personnalités que vous allez pouvoir dans les communiqués qu'on vous a adressés. Et nous remercions particulièrement monsieur maître William Gonaden, qui a pris à cœur nos deux questionnements qui nous dérangent. La première, c'est pourquoi ce crime n'a pas été reconnu comme antisémite, alors qu'il y a eu plusieurs actions antérieures à l'attaque de Madame Halimi qui le démontraient, et surtout, pourquoi la police, arrivée sur place, pendant près d'une heure, qui a vu ce qui se passait, n'est pas intervenue jusqu'à la dernière minute en laissant Madame Halimi être défenestrée. Donc c'est ces deux questions qui pour nous sont essentielles, et je vais passer la parole à Maître Gonaden qui va nous faire un point sur la situation et les perspectives de cette affaire. Merci à tous. Oui, bonjour. Oui, je suis tout à fait satisfait de pouvoir vous faire un point à l'aube des vacances judiciaires sur cette affaire, mais je voudrais vous dire d'abord que, à mes yeux, ça n'est pas une affaire communautaire. C'est une affaire judiciaire. Elle n'a rien de communautaire, c'est une affaire française. Et qui, c'est vrai, est assez symbolique et symptomatique du mal français d'aujourd'hui, et dont, il est vrai aussi, les Juifs sont sans doute les principales, mais non les seules victimes. Ainsi. Et secondement, je ne suis pas dans la polémique. Je ne suis pas dans le cadre d'un procès d'intention contre la justice française. Cette affaire, elle est en cours. Donc on ne va pas commencer déjà à faire un procès dans le procès. C'est comme ça que je vois les choses. Et j'essaye de les voir objectivement. Je dois dire aussi que je me suis engagé pleinement dans cette affaire parce qu'elle est aussi symbolique des combats de mon existence judiciaire et intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a pointé dans cette affaire, et à mon avis sans excès, une apathie médiatique qui est inhérente à la gêne qui est depuis toujours finalement s'empare de la société intellectuelle, politique, médiatique française dès l'instant où l'assassin est un islamiste. Je l'ai dit, si l'assassin avait eu les yeux bleus et avait été blond, la France entière eût été dans la rue. Et la France entière n'est pas descendue parce que la France entière n'a pas été alertée par cette affaire, pas seulement en raison d'ailleurs de la presse généraliste, sans vouloir rentrer dans cette polémique-là. Donc c'est vrai que lorsque je me suis engagé dans cette affaire, enfin, elle est sortie des limbes, et que ce que Richard Abitbol a pointé et qui caractérise pour l'instant cette affaire n'est pas faux.
n'est pas faux. Les trois volets de cette affaire, c'est, on va dire, la psychiatrisation, à mes yeux, abusive et instantanée qui a été donnée. Ensuite, une manière de déni de l'antisémitisme, mais là, je ne veux pas être trop polémique parce que je voudrais modifier un peu les choses, Richard. La justice française n'avait pas à se précipiter immédiatement en disant, en aggravant tout de suite les choses, elle se pose des questions, elle a le droit de se poser des questions, elle aurait pu, elle aurait, à mon avis, dû immédiatement ouvrir, et je vais en parler, en crime aggravé de racisme, mais en tous les cas, elle n'a pas dit son dernier mot. Elle n'a pas dit son dernier mot, et donc à ce stade, ce n'est pas par obséquiosité, mais j'essaye d'être objectif, à ce stade, on ne peut pas lui faire encore le procès d'intention du déni juridique d'aggravation pour fait de racisme. Et enfin, et j'y viendrai à la fin, le problème de l'inaction de la police. Alors, sur le premier sujet, il est effectivement, à mes yeux, assez incompréhensible que séance tenante, immédiatement, la police française, suivie de la justice, ait décidé d'interner l'assassin plutôt que de le faire passer par la case prison. Il y a, à mes yeux, à ce stade, une caractéristique bien connue, c'est de psychiatriser l'assassin islamiste. Et cette tendance est une tendance idéologique à mes yeux assez lourde. C'est-à-dire que, bien entendu, que nous avons affaire à un exalté. Mais je m'empresse de vous dire que cet exalté-là, s'il avait des antécédents judiciaires longs comme un jour sans pain, n'a aucun antécédent psychiatrique. Pas le moindre. Il n'avait jamais vu, à ma connaissance, et au regard de ce que j'ai vu dans le dossier, il n'avait jamais rencontré un psychiatre de sa vie. Clairement. Donc, bien entendu que c'est un exalté, quelqu'un qui torture pendant au moins une demi-heure sa victime au cri d'Allahu Akbar est forcément un exalté. Mais où commence, où se termine la dépénalisation du crime islamiste? Quelqu'un qui s'en prend à un policier à coups de marteau, ça n'est pas non plus, je l'ai dit, un modèle d'équilibre psychique. Quelqu'un qui décide de se ceindre d'une ceinture d'explosifs, qui n'est pas fin, qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout de son geste suicidaire et criminel à la fois. Est-ce qu'on doit considérer immédiatement, ipso facto, par une sorte de pré-diagnostic, qu'il ne faut pas le mettre en prison, qu'il faut directement l'envoyer chez les fous? Et puis enfin, et puis surtout, il y a, à mon avis, dans ce préjugé de psychiatrisation, effectivement, au moins inconsciemment, le désir d'éviter la discussion pénale. Voilà, il y avait rien qui imposait de toute manière de l'interner immédiatement. J'ajoute que un islamiste qui massacre sa victime au cri d'Allahu Akbar, il a forcément il a forcément un taux d'exaltation important, mais je ne vois pas comment on peut préjuger de la dépénalisation dans un cas comme celui-là. Je veux vous dire qu'à ce stade, de toute manière, un psychiatre judiciaire a été nommé en la personne du docteur Zaguri et qu'il rendra sa décision et que nous pourrons évidemment
éventuellement la contester, si jamais lui-même était d'avis, mais je n'en sais rien du tout. Je n'ai aucune espèce d'idée préconçue, et je ne veux pas non plus faire procès d'intention au docteur Sagouri qui connaît son affaire, donc je ne sais rien là-dessus. Mais il est tout à fait clair qu'à mes yeux, que cette manière, que cette psychiatrisation hâtive est au moins inconsciemment symptomatique du fait que dès l'instant où un islamiste est à la manœuvre, on parle tout de suite, d'ailleurs vous l'avez bien vu médiatiquement, d'un déséquilibré, du crime d'un déséquilibré. Donc ça c'est le premier point. À ce stade-là aujourd'hui, au 3 juillet, au 4 juillet, je ne sais plus, au 4 juillet, pardon, au 4 juillet, nous ne savons pas quelle est la décision, quel est le verdict expertal en ce qui concerne ce problème de l'éventuelle dépénalisation ou des responsabilisations partielles, totales. Je n'en sais rien du tout. Second problème qui est totalement indépendant du premier, c'est le problème de l'antisémitisme. Alors, Richard Wittböll l'a dit, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'incrimination juridique sur ce point, et en ce qui me concerne, j'ai fait une demande d'acte à la juge d'instruction pour qu'elle investigue sur le sujet. Mais je veux dire très clairement, dossier fermé, un islamiste qui massacre quelqu'un au nom d'Allah Akbar, qui massacre une personne qui est physiquement reconnaissable comme l'est une juive religieuse, a dans son corpus idéologique l'antisémitisme qui arrive, sinon en premier lieu, mais en second lieu. Ça fait partie du kit du terroriste islamiste d'être antisémite. Donc dès l'instant où il a en face de lui, une juive religieuse, il me semble, sinon évident, au moins comme un indice difficile, quasi irréfragable, que son geste est antisémite. Et donc, il me semble que la justice aurait été bien inspirée d'ouvrir, sans en faire forcément un caractère définitif, on est dans le cadre d'une instruction, mais elle aurait été bien inspirée, il me semble, d'ouvrir en circonstances aggravées. J'ajoute, factuellement, qu'au dossier, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai réclamé ça, indépendamment de cette généralité que je ne crois pas abusive que je viens vous servir. Il y a au dossier le témoignage d'un membre de la famille qui a dit que la sœur de Traoré avait insulté avec des vocables antisémites la malheureuse Madame Halimi, et que d'autre part, je peux vous dire maintenant qu'en procédure, le frère de la victime a également été indiqué au service de police que sa sœur lui avait dit que l'assassin l'avait traité de sale juive, qui lui inspirait une frayeur particulière. Donc, je dois reconnaître que ce témoignage n'était pas au dossier de la juge au début de la procédure. C'est pour ça que je ne veux pas faire de procès d'intention abusif. Mais aujourd'hui, il vient d'arriver dans le dossier de la procédure, et que je ne comprendrai pas que sur la base de ce témoignage, l'information en aggravation ne serait pas ouverte, et je ne voudrais pas justement que mon incompréhension tourne à la suspicion. Donc voilà pour le volet de l'antisémitisme, qui est indépendamment du premier volet, parce que l'antisémitisme n'est pas incompatible avec une éventuelle folie,
Je crois même que l'antisémitisme est une manière de folie. Donc on pourrait, indépendamment du verdict expertal, considérer de toute manière, ça ne gênerait absolument pas que soit reconnue la folie antisémite. J'attire quand même votre attention sur un point, mesdames et messieurs. Je me ferai cette fois-ci légèrement polémique, mais tout de même. Lorsque l'assassin Breivik en Norvège s'est livré au massacre que vous savez, beaucoup, à juste raison, se sont posé des questions sur sa santé mentale. Et d'ailleurs, les premiers experts avaient conclu à l'insanité. Pour autant, vous aurez remarqué que l'ensemble des observateurs, indépendamment de cette question, n'a pas hésité un seul instant à jeter un regard, évidemment moralement extrêmement sévère, sur le caractère extrémiste et raciste également de ces actes. Et je sais même des journalistes qui ont dressé des listes non exhaustives d'intellectuels qui auraient été censés, d'intellectuels distingués, qui auraient été censés avoir armé l'assassin. Tout ça pour vous dire que, quel que soit le regard que l'on peut porter sur son degré de santé mentale, qui pour moi est excellent, pour autant que la normalité existe dans notre monde compliqué, eh bien, je ne vois pas pourquoi, pour autant, les observateurs feraient l'économie d'un jugement moral, idéologique ou autre sur la question. Troisième et dernier volet. C'est celui que j'aborde, je dois vous le dire, avec le moins, si j'ose dire, d'appétit intellectuel, ou même d'appétit en tant qu'avocat. C'est la responsabilité de la police. De manière générale, d'ailleurs, je n'ai pas forcément un esprit critique aiguisé, j'ai d'autres qualités critiques, mais je dois, si je dois me juger, il est vrai que j'ai une tendance un peu légaliste, voire légitimiste, à voir en général les policiers qui agissent dans la difficulté de manière critique. C'est pas ce qui me caractérise habituellement. Et donc je fais rarement, alors en tous les cas, je fais d'autant moins de procès à la police que je suis souvent l'avocat de policier quand je ne suis pas l'avocat de syndicat de police, encore une fois dans les conditions difficiles qui sont les leurs. A fortiori dans notre période épouvantable où les policiers en tant que tels payent un très lourd tribut au terrorisme islamiste. Franchement, j'ai dit que les juifs étaient malheureusement en très bonne place dans cet improbable palmarès, mais les policiers ont payé un lourd tribut, continuent de payer un lourd tribut et sont visés ès-qualité de policiers. Donc mon premier réflexe naturel, intellectuel, moral, épidermique, c'est au contraire de faire l'économie de ce genre de choses. Mais la mort dans l'âme, au bout de 2 mois, je suis dans une telle incompréhension de ce qui s'est passé, ou plutôt de ce qui ne s'est pas passé, que je n'ai pu faire autrement, à la demande évidemment de mes clients, mais de le faire autrement, même si je ne l'ai pas fait, je me suis pas précipité pour le faire, que de porter plainte entre les mains du procureur de Paris pour non-assistance à personne en danger, en visant généralement les personnes de police secours et les personnes de police d'intervention qui sont intervenues ce triste soir, en ne considérant pas, mais ça sera à l'instruction de le déterminer, que l'ensemble des gens qui étaient à police secours ce fameux soir, ou l'ensemble des personnels de police d'intervention étaient tous coupables de non-assistance à personne en danger,
le juge reconnaîtra les siens, mais en tous les cas, il n'y a rien qui peut expliquer hors dossier et dans le dossier qu'alors que la police a été extrêmement véloce pour intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel bruit, une telle fureur dans cet immeuble, et en qualité acoustique difficile, croyez-moi, puisque tout le monde a entendu. Ils sont intervenus, on les a appelés, il y a eu plusieurs appels, ils viennent, ils sont arrivés extrêmement vite. Et si on veut bien faire les comptes, ça aura mis 1 heure. Ils auront mis 1 heure pour aller finalement ramasser le corps de la malheureuse victime. Il y a, et en plus compte tenu des explications contradictoires qui sont données dans le dossier, les uns qui disent qu'ils n'avaient pas compris où la victime se trouvait, les autres qui disent qu'ils attendaient, s'agissant peut-être d'un terroriste, des ordres qui viendraient d'ailleurs. Mais c'était un crime flagrant, qui s'est produit. La malheureuse a hurlé, puis gémi pendant au moins plus d'une demi-heure. Il y avait un témoin oculaire et acoustique du balcon d'en face qui a assisté à la scène, qui l'a enregistré. Vous avez quelqu'un qui a rappelé la police secours parce qu'il s'étonnait de l'absence d'intervention de la police alors qu'on voyait ce qui était en train de se passer. Donc, où que je tourne les yeux, si j'ose dire, je ne comprends pas le défaut d'assistance de la police, et donc, mais c'est l'instruction qui le déterminera. Moi, je pose officiellement la question parce que je ne peux pas ne pas la poser. Si on me donne une réponse, technique satisfaisante, je ne demande qu'à la prendre. Je ne demande qu'à la prendre. Parce que, bien évidemment, je ne soupçonne pas les policiers du crime d'indifférence. Je ne suis pas du tout dans ce cadre-là. Mais je veux qu'on m'explique. Et d'ailleurs, lorsque les policiers enquêteurs sont venus, eux-mêmes ont demandé des explications aux policiers d'intervention, mais les explications que j'ai lues sont contradictoires et rien moins que convaincantes. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que de porter plainte contre la police. Encore une fois, je ne m'en excuse pas. J'ai bien des défauts, mais pas celui de l'obséquiosité, mais je n'en tire aucune satisfaction d'aucune sorte. Voilà où nous en sommes. À ce stade, ensuite, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions, pour autant que je le puisse, dans les limites du secret de l'instruction, bien entendu, mais je suis à votre disposition. Merci, monsieur Goldenel. Je passe la parole à Samy Goslan, que tout le monde connaît, Bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Oui, la description qu'on a faite de Maître Manabon me pousse à penser que moi je suis très inquiet. Pas seulement étonné, mais en plus très surpris de voir que pour cette affaire-là, nous sommes obligés d'organiser des comités de soutien et nous sommes obligés d'organiser des conférences de presse pour informer l'opinion. La communauté juive de France, elle, se pose des questions à ce sujet. Le 4 avril, il s'est passé quelque chose de très grave. Une femme a été torturée et assassinée. Alors, comme l'a dit Maître Manabon, moi je viens de lire le dernier volet, c'est la non-assistance à personne en danger. Il y avait des témoins, il y avait des voisins, il y avait aussi la police. À mon avis, cette femme n'aurait pas dû mourir. La police est intervenue 3 minutes après qu'elle ait été appelée. J'ai un rapport ici, dans
la nuit du 3 avril à 4h22, un appel est passé à police secours. C'est un membre de la famille Diarra qui est au bout du fil. L'appartement de Diarra se situe au 26 rue Vaucouleurs, dans le 11e arrondissement. 3e étage, porte droite. Avec toute la famille donc s'est retranchée suite à la visite nocturne d'un voisin qu'il connaissait bien et qui, après avoir été invité à entrer, refuse de partir. Il s'agit de Traoré. Traoré est connu des services de police. Il a déjà fait de la prison. Il n'a jamais été considéré comme malade mental. La séquestration de la famille Diarra commence. À 4h25 précisément, la BAC, la brigade anticriminalité, arrive sur les lieux. Ils réceptionnent les clés qui leur sont envoyées par la fenêtre par l'une des filles de la famille Diarra pour monter rapidement dans l'appartement. Et en même temps, les policiers disent avoir entendu des hurlements et des cris d'hommes incompréhensibles qu'ils assimileront à des prières en arabe. Alors, que s'est-il passé ensuite? D'autres personnes ont appelé de nouveau les services de police. Donc moi, le 7 juin, j'ai écrit au préfet de police de Paris pour lui demander d'engager une enquête administrative de l'inspection générale des services. Et il a eu l'amabilité de me répondre. Il m'a dit effectivement à 4h22, un appel reçu par police secours fait état d'une séquestration au domicile de la famille Diarra. Un équipage de la BAC du 11e arrondissement arrive sur place vers 4h25, suivi d'un deuxième équipage à 4h30. Il se dirige vers l'appartement désigné. 3 effectifs restent devant la porte et s'équipent, tandis que 2 fonctionnaires se rendent côté jardin. Ils perçoivent des cris sans pouvoir localiser précisément. Un des 2 fonctionnaires repartit côté rue pour s'entretenir avec des témoins. Rappelé par son collègue, il découvre à son arrivée dans la cour intérieure le corps d'une femme ensanglantée, gisant au sol et sollicite l'intervention des pompiers. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Un nouveau renfort de police est arrivé à 4h48. C'est qu'à 5h10 que le décès est constaté par les pompiers et le SAMU. Alors, est-ce qu'il y a eu ou non d'assistance à personne en danger? Quand on prend le code pénal, qui dit que quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour le tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il faut effectivement qu'il y ait un danger grave et imminent. Le danger doit être perçu suffisamment grave et imminent, et l'omission d'appeler des services de police ou de secours sera qualifiée d'omission de porter secours. Alors les policiers ont été appelés. Les policiers sont arrivés. Le premier équipage, m'a-t-on dit, n'était pas suffisamment équipé pour intervenir, mais le deuxième équipage l'était. Alors il faut savoir quand même, mesdames et messieurs, que il y a une permanence à la préfecture de police toute la nuit, au cabinet du préfet de police. Il y a un commissaire de permanence pour tout Paris, pour tous les services de Paris, toute la nuit. Il y a aussi un magistrat de permanence toute la nuit. Ont-ils été prévenus? N'ont-ils pas été prévenus? Ont-ils donné des instructions ou pas? Je sais que le cabinet du préfet est toujours prévenu quand il y a ce type d'incident. Alors dans la déposition, dans la procédure, un des policiers dit que quand il a entendu, il pensait que c'était un terroriste. Et donc, ils ont voulu appeler des renforts pour essayer de maîtriser ce prétendu terroriste. Pourquoi la procédure ne tient-elle pas compte de cela? Pourquoi dans la procédure, le juge d'instruction ne qualifie pas cet acte de terroriste? Or, cet individu s'est effectivement comporté comme un terroriste. La personnalité de Traoré et la personnalité de Madame Halimi, qui était connue et reconnue comme une femme juive orthodoxe, démontrent qu'il s'agit bien d'un acte antisémite. Lorsque Traoré crie Allahu Akbar
comme l'ont fait d'autres terroristes, les Koulibaly, les Fofana et les autres, ils se sont tous comportés de la même manière. Ils ont été considérés comme des terroristes, et ce sont aussi des terroristes antisémites. Alors nous, ce que nous attendons, c'est qu'une fois pour toutes, eh bien, l'enquête apporte la preuve qu'il s'agit bien d'un acte antisémite et d'un acte terroriste. Ne pas le faire, ou douter encore, sera laisser la communauté juive dans une situation de malaise. Nous avons confiance dans les autorités, nous avons confiance dans la police, nous avons confiance dans la justice, mais nous nous demandons pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Alors quand la dernière fois il y a eu une conférence de presse, certains journalistes m'ont dit effectivement nous étions tellement préoccupés par les élections présidentielles que nous avons négligé. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de rattraper ce retard. Il est important de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Il est important pour la famille, il est important pour les victimes, il est important pour la communauté juive de savoir ce qui s'est passé et d'éclaircir cette affaire. Alors la police n'est pas mise en cause directement, mais on aimerait bien avoir des éclaircissements. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi, depuis 4h25, les services de police ne sont pas intervenus? Il y avait ici la possibilité de le faire sans des risques, parce qu'on m'a dit aussi qu'il y avait aussi, il risquait aussi d'avoir le syndrome de l'affaire Théo ou de l'affaire du Chinois. Mais ils étaient en état de légitime défense. Quand quelqu'un est en danger, quiconque a le devoir de prêter secours. Et il y avait aussi la possibilité de rentrer dans l'appartement par effraction, même en dehors des heures légales, parce qu'il y avait à la fois l'état de nécessité, je disais la situation de légitime défense, et également nous nous trouvons encore en situation d'état d'urgence. Donc les policiers étaient protégés pénalement de toutes les actions qu'ils auraient pu mener, y compris de maîtriser et même d'abattre le criminel. Voilà. Alors là, nous attendons maintenant que des décisions soient prises, que des mesures soient prises. C'est vrai que l'antisémitisme a baissé ces derniers temps. On est à peu près à 300 ou 400 actes antisémites, c'est encore beaucoup trop. Et on nous dit qu'on envisage de mettre un terme à la situation d'état d'urgence. Je crois que ce serait une erreur, parce que si ces actes ont baissé, c'est bien parce qu'il y a eu une protection de la police et de l'armée, à la fois des bâtiments et des personnes aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Bostan. Monsieur, votre député délégué. Bonjour à tous. Si je suis là aujourd'hui en tant que député de la République, un député qui a évidemment confiance en la justice, en la police, en la République, et qui se pose aujourd'hui de lourdes questions. J'ai été appelé, 48 heures après le drame, je reçois un mail à l'Assemblée nationale de la part de M. William Attal, en m'expliquant qu'il souhaite me parler d'urgence. Il m'appelle à l'Assemblée nationale en présence de mes collaborateurs, et il s'est penché pendant près de 1h20, avec des larmes, en reprenant son souffle et en m'expliquant ce qui s'était passé. Et si jamais je n'ai pas du tout en général je ne suis pas du tout dans le complotisme ni dans la tendance d'exagérer les faits, j'ai tout de suite vu, d'après les faits qu'ils m'ont racontés, et en particulier ce qui a été rappelé par Maître Gonadel, il m'a tout de suite dit qu'à plusieurs reprises, il a traité sa sœur s'est fait traiter de sa juive par l'assassin. Il m'a raconté le temps que ça avait duré, il m'a raconté les premiers détails. Donc j'ai décidé de ne pas me taire. C'est ce qui a fait que j'ai suggéré très rapidement à la famille de mandater mon ami William Gonadel. Et j'ai surtout décidé de ne pas me taire.
On ne peut pas tuer une femme parce que juive en 2017 à Paris dans un silence assourdissant. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas 20, 30 caméras? Pourquoi je ne vois pas BFM, LCI, Antenne 2, France 2, tous les médias qui ne sont pas là? Pourquoi alors, quand je vois le tsunami médiatique qui a accompagné l'affaire Théo, où il y a certainement eu un dérapage, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais lorsque je vois que le président de la République se déplace, que toutes les stars du rap, du football se déplacent, et que là, dans cette affaire précise, dans un silence assourdissant, une femme a été torturée pendant plus d'1 heure, ça a été rappelé par Maître Goladel, qui a eu accès au dossier, ça a été rappelé par beaucoup. Ça fait plus de 2 mois, près de 3 mois aujourd'hui, que nous sommes en train de nous battre pour essayer de faire en sorte que la vérité sorte. Ce que moi je demande en tant que député de la République, c'est la vérité, seule ma vérité et uniquement la vérité. Mais je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les médias ne s'emparent pas de cette affaire. Évidemment qu'on dit, comme l'a parfaitement dit Maître Goladel, problème psychiatrique. Et vous croyez que la personne qui tue des enfants en bout portant à Toulouse, et tout a été filmé hélas, c'est quelqu'un de normal pour tuer des enfants, une fille de 7 ans, des gosses de 4 ans et 3 ans en bout portant? Il y a toujours un problème psychiatrique. Force est de constater que Traoré n'avait jamais eu, comme ça a parfaitement été précisé, aucun antécédent psychiatrique. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, j'ai immédiatement, on était en pleine période électorale, je m'en souviens avoir parlé à Fillon à l'époque, François Fillon, Larcher qui était en pleine, pour leur parler, à NKM, à Éric Ciotti qui était lui au courant, pour ne pas comprendre aujourd'hui. Mais c'est vrai que tant que la presse ne se saisit pas de cette affaire, tout passe par la presse. Et des affaires mineures sont des fois portées sur... on en parle pendant des heures et des heures, et un des plus grands drames que la France, pour moi, n'ait connu, parce qu'une femme qui a été victime d'actes de barbarie pendant près d'1 heure, sans que la police n'intervienne, qui était là. J'étais 2 fois vice-président de commission d'enquête sur les actes terroristes de Paris, au Bataclan et à l'Hypercacher, et j'avais demandé à l'époque de changer justement la doctrine d'intervention, de s'inspirer de la doctrine israélienne qui est en l'occurrence une intervention immédiate. Là, on est en train de me dire, et je viens de l'apprendre, que la police dit oui, mais on pensait que c'était un acte terroriste, alors qu'il n'y avait pas du tout ni de bombe, ni de coup de feu, ni quoi que ce soit, et qu'on attendait. La doctrine qui a été changée par le ministre de l'Intérieur, j'étais là à la conférence de presse à Bosvaux, c'est aujourd'hui d'aller au contact le plus rapidement, le plus vite, pour essayer d'arrêter, sauf quand il y a une prise d'otage avec des... Ça, c'est un cas différent, il n'y avait pas de prise d'otage. Donc comment nous ne sommes pas la police, et c'est la question que j'ai posée, y compris à l'ancien ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl, qui m'a reçu, et il m'a dit, la sacrée réponse, la sacrée sainte réponse, c'est entre les mains du procureur, et il y a une indépendance entre la justice qui est vraie, et ce que nous respectons. Mais aujourd'hui, il y a des questions invraisemblables qui se posent. Je vous ai parlé de l'affaire Théo, le tsunami médiatique. Est-ce que serait-ce parce que quelques jours avant, il y avait eu peut-être là aussi un dérapage avec la mort tragique d'un Asiatique dans le 19e arrondissement, et que les fonctionnaires de police ont eu peur d'intervenir pour qu'il y ait, mais là, en l'occurrence, de grâce, une femme qui hurle, qui implore, qui demande, et qui lui, ça m'a été rapporté par M. Attal, qui à plusieurs reprises lui demande tu en veux encore, et qui la frappe, et ça dure 1 heure. Là on est ici depuis à peu près une demi-heure. Imaginez-vous 1 heure durant, et la police présente et n'intervient pas. Il y a des questions incroyables. On ne peut pas se taire. Je ne comprends pas, et je vous le dis clairement, je ne sais pas, je n'identifie pas toutes les personnes qui sont ici, je ne connais pas tous les médias qui sont ici. Mais moi, il aurait dû y avoir 100 caméras ici. Pas 10, parce que on ne peut pas avoir été plus patient que nous sommes sur cette affaire. Quand je parle en tant que député de la République, je sors de réunion de groupe, j'ai demandé, alors pas dans la question de demain, mais le plus rapidement possible, de poser une question. Je poserai une question au gouvernement et au ministre de l'Intérieur sur le fonctionnement de la police, sur le fonctionnement de la justice. La justice prend du temps, la justice a un cours normal. Mais là, je suis en train de me poser la question sur le caractère antisémite. Comment une femme qui est avec comme ça a été déjà dit, qui a un aspect de juif orthodoxe avec une perruque, médecin de profession, directrice de crèche, qu'il connaissait, qui a été tuée, je me pose la question, est-ce que cette femme aurait été tuée si elle n'était pas juive? Et à cette question, sans avoir eu accès au dossier, je crois que la réponse est non.
Donc il y a un caractère aggravant. Et cette question qui a été parfaitement abordée par Maître Golnadel et par Samy Gozan tout à l'heure des antécédents psychiatriques me font poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je suis aujourd'hui extrêmement perplexe. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui passer à l'ordre du jour le meurtre d'une femme à 4 jours des fêtes de Pâques, une grand-mère, médecin, qui que ce soit, parce que juive, torturée pendant près d'1 heure, avec le silence médiatique assourdissant qui suit cette affaire. Et il faut en permanence essayer de réalimenter. Alors il y a eu un appel, j'ai vu tout récemment dans le Figaro, de 18 intellectuels, mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas, c'est une affaire aujourd'hui qui doit aujourd'hui interpeller tous les citoyens de la République, de quelque confession, qu'ils soient, de quelques origines soient. C'est en tant que député républicain que je me pose aujourd'hui des questions, et pas simplement du tout en tant que juif. C'est aujourd'hui la recherche de la vérité que nous voulons, et sans qu'il y ait, comme l'a aussi dit, qui a été dit précédemment, on ne préjuge de rien. C'est vrai qu'il y a une vitesse, mais les médias sont tellement importants dans cette affaire. Et le fait qu'aujourd'hui, tant que cette affaire est entre les mains du procureur, il y a une sorte de chape de force, c'est entre les mains du procureur. Alors la question que je pose, et que je poserai aussi à Maître Donadel, c'est aujourd'hui, quand est-ce que le procureur, quand est-ce que nous allons passer à la prochaine étape? Quand est-ce que le procureur va s'exprimer sur cette question? C'est peut-être une question que je me pose, parce que j'ai confiance au procureur de la République. Merci. Bien. Donc là, nous allons donner la parole aux journalistes présents. Donc, vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Sarah Carton de Tribune Juive. Alors, en fait, Sarah Carton de Tribune Juive. Donc, en fait, nous sommes tous d'accord, évidemment, que cet assassinat qui est particulier parce qu'il s'est passé en direct, qui touche une juive en 2017 et pas en 1942, c'est bien un acte antisémite et ce sera prouvé. À défaut, il faudra nous prouver que ce n'en est pas un. Mais par contre, le problème, le silence fracassant, en effet, des médias, des politiques, est-ce qu'il n'est pas dû au fait qu'il s'agisse d'un antisémitisme musulman et non pas d'un antisémitisme de l'extrême droite? Voilà ma question. Pardon de le dire, madame, mais lorsque j'ai dit, on emploie une sorte d'image un peu triviale, que s'il avait été blond avec des yeux bleus, la France serait descendue dans la rue, vous avez évidemment compris négativement, si j'ose dire, que l'antisémitisme, lorsqu'il émane de la partie, soi-disant, la plus réprouvée socialement du peuple français, et lorsqu'il prend en plus une proportion assez invraisemblable. Les sondages montrent que au sein de la population musulmane, l'antisémitisme, ça n'est pas quelque chose de marginal. C'est quelque chose d'important. Alors, je ne veux pas pour autant caricaturer ma pensée, dire tous les musulmans sont antisémites, non, mais ça n'est pas quelque chose de marginal. C'est quelque chose, pour être gentil, de non négligeable. Or, quelle est la réaction médiatique? Quelle est la réaction même judiciaire? Quelle est la réaction du parquet de Paris? Parce que je veux bien être gentil, mais ma gentillesse est quand même bornée. C'est de diligenter d'office une procédure contre Georges Bensoussan, qui a osé porter justement le fer dans cette plaie importante de la société française, qui a eu toujours, depuis une trentaine d'années, une vision extatique sur les phénomènes d'immigration, migratoire et autres. Donc, vous savez, je ne vais pas encore une fois me lancer dans mon chapitre sur l'islamo-gauchisme, y compris mondain, mais je n'en pense pas moins. Donc, bien évidemment, oui, ce qui est en creux dans ce dossier, ce qui se lit en creux
dans la frilosité, mais y compris d'ailleurs au sein d'une partie de la communauté juive organisée, pour vous dire les choses, nous étions en période électorale, si je dois mettre les pieds dans le plat, y compris au sein de cette communauté juive organisée qui n'aurait pas voulu peut-être faire le jeu d'une candidate par rapport à un candidat, mais moi je le dis, donc très clairement, pourquoi voulez-vous que la presse généraliste soit plus royaliste que la reine de la communauté organisée? Il n'y a aucune raison, alors même qu'il faut plutôt les pousser pour aller justement les obliger à faire un travail auquel une bonne partie d'entre eux répugnent encore quelquefois pour des motifs qui, à leurs yeux, sont parfaitement nobles. Moi, je veux bien. Mais donc, vous avez entièrement raison. Et, pardon de le dire aussi, si je ne fais pas de procès d'intention à la justice, je ne lui reproche pas non plus une ferveur extrême. Je ne note pas une diligence de tous les jours dans ce dossier non plus. Alors, je ne sais pas faire le départ entre la normalité presque normale de la lenteur judiciaire et ce dossier-là. J'en suis pas encore là, si vous voulez, de mon degré de questionnement par rapport aux procédures en question. Mais le doute, évidemment, commence un peu à m'habiter. Bien, donc voilà, mais il n'y a aucun doute, je veux dire, mon engagement dans ce dossier, au-delà évidemment de mais quand je vous dis de la commisération par rapport à la victime et à sa famille, je suis dans l'euphémisme le plus total. Le mot compassion est encore une fois très n'est même pas adapté à la situation. Mais au-delà de ma compassion humaine, il y a effectivement un nouveau combat. Mais je me permets de vous rappeler, et M. Zerbib, que j'aperçois de Radio J, et pourrait en attester, lors de si j'ose dire, de la première affaire Halimi. La première affaire. On a oublié maintenant. Il est maintenant, Dieu merci, si j'ose dire, acquis au débat que Fofana s'est déchaîné, que Halimi, le pauvre, a été torturé en quant aux Juifs. Mais effectivement, vous aviez à l'époque des journalistes distingués qui barguignaient sur la notion d'antisémitisme par rapport à des gens qui étaient rangés dans la catégorie de voyous paumés. Voilà. Mais donc, finalement, ce qui est terrible, ce qui moi-même, qui ne me caractérise pas par un optimisme débordant, m'étonne encore. Qu'il y ait 10 ans ou 20 ans, alors même que l'antisémitisme islamiste était montant, qu'il y ait eu des résistances idéologiques ou venues de l'ignorance, puisqu'on a évidemment focalisé beaucoup plus sur l'antisémitisme occidental, c'était compréhensible. Mais je dois vous dire que dans mes pires cauchemars de citoyens comme d'avocats, je n'imaginais pas. Je n'imaginais pas que, après tous les massacres qui ont été perpétrés contre les Juifs par des islamistes, on en soit encore réduit en 2017 à faire le siège de la presse et de la justice pour faire reconnaître cette évidence aveuglante. Il y a là une force de puissance idéologique qui arrive encore à réduire à Kia le réel qui, moi, m'étonne et m'épouvante. Donc oui, il faut recommencer une nouvelle fois, mais malheureusement, l'expérience maintenant me conduit à vous dire que si, à Dieu ne plaise, demain, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, un même crime horrible était perpétré, je n'hésite pas du tout à vous dire que s'il y avait encore un trop de souris à l'idéologie pour nier l'indéniable, elle rentrerait dedans. Voilà la chose. Oui. Alors, non, journaliste, oui, c'est ça. Non, Guy, Monsieur Mandela. Vous présentez d'abord. Bonjour, Fauchet, l'AFP. Je note que d'autres avocats de partie civile ne se joignent pas à votre démarche de plainte contre la police pour non-assistance à personne en danger. Je pense notamment à Maître Buchinger et Maître Kaminski. Comment vous l'analysez et comment vous commentez cette stratégie, au minimum une stratégie différente? Écoutez, je répugne à polémiquer.
Les deux noms de mes confrères que vous avez cités, je ne les associe pas l'un avec l'autre. En ce qui concerne l'un, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a là une sorte d'obséquiosité par rapport aux autorités en place. Et lorsqu'on maquille sa faiblesse et son obséquiosité par des raisons, par des arguties juridiques, je trouve que ça n'est pas terrible, mais vous ne m'arracherez pas un mot de plus à ce commentaire déjà polémique. Oui, je voulais ajouter que Maître Buchinger avait rédigé une plainte au nom d'assistance à personne en danger, une plainte contre X, que lui avaient demandé ses clientes. C'était fait, d'ailleurs j'ai la date ici. Il aurait dû partir, mais entre-temps, les personnes se sont désistées. Je crois qu'il faut se poser la question de savoir réellement pourquoi elles se sont désistées. La date, c'est le 7 juin 2017. Oui, c'est vous vous présentez, s'il vous plaît, madame. Oui, Martine Gozlan, Marianne. Je voulais simplement, pardonnez-moi, je suis arrivée très en retard. Je voulais savoir où se trouvait l'assassin aujourd'hui. S'il y a eu le moindre contact avec des gens qui ont pris en charge cet individu. Et ensuite, pardonnez-moi peut-être de vous faire répéter, cette demande d'enquête de l'IGAS, donc la réponse a été oui, non ou rien, ou le néant comme réponse. Non. La conclusion de la lettre, c'est que... Pardon. La conclusion de la lettre, je vais vous la dire, au demeurant... Alors, il n'y a rien à reprocher. Il n'y a rien à reprocher aux services de police qui sont intervenus, donc il n'y aura pas d'enquête. Ça a été... La réponse a émané à quelle date? La réponse date du 16 juin. 16 juin. 16 juin. Il n'y a rien à reprocher, il n'y aura pas d'enquête. Non, il n'y aura pas d'enquête. Voilà. Quels sont les éléments dont je souhaitais vous faire part? Il m'a donné tous les éléments. Il a eu la gentillesse de me répondre, hein, j'apprécie. Mais en même temps, les éléments factuels aussi permettent de constater que l'intervention des policiers a été rapide et qu'elle s'est déroulée dans un contexte compliqué. L'appel de départ les conduit à un appartement, l'agression de Madame Attal s'est déroulée dans un autre. En ma qualité d'autorité hiérarchique, je ne saurais donc rien reprocher aux fonctionnaires de police intervenants qui ont agi conformément aux exigences professionnelles dont ils sont les garants. Et l'autre question, je ne sais pas si Maldonado est au courant. Il est dans un centre, depuis le départ, il est dans un centre psychiatrique fermé. Et je suis famille. Mais en dehors de ça, je suis incapable de vous dire qui l'a reçu et où en est le psychiatre nommé. Dans quel centre il est? Non, s'il vous plaît, là, non, pas. Non. Michel Zerbu pour Radio J. Évidemment, c'est une affaire qu'on suit depuis le début. Vous l'avez rappelé à plusieurs... Il y a eu des précédents, il y a eu l'autre affaire Ilan Halimi, il y a eu l'affaire 3 ans avant Sébastien Selam, Vigile MC. À peu près les mêmes conditions. Les deux affaires d'ailleurs pourraient se mélanger pour aboutir à l'affaire qui nous amène aujourd'hui à Sarah Halimi, c'est-à-dire que des individus qui ont été considérés très rapidement comme n'étant pas responsables de leurs actes. Ce fut le cas pour l'assassin de Sébastien Selam. Et puis, on se souvient aussi de la façon dont on a eu du mal, y compris dans la communauté juive, organisée, à reconnaître le caractère antisémite de l'enlèvement, de la séquestration, de la torture et de l'assassinat de Ilan Halimi. Je ne veux pas spécialement polémiquer, revenir sur la question en effet, mais vous êtes ici dans un comité de soutien où, à ma connaissance, n'est pas présent
ne sont pas présents les responsables des institutions juives. Est-ce que vous avez une explication? Moi, j'ai eu quelques informations sur lesquelles, en effet, les leaders, les présidents des principales institutions juives ne souhaitaient pas, je cite, mettre en cause la police et avoir pleine confiance au procureur, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez peut-être une réponse à ces interrogations? Nous avons les mêmes informations, nous avons les mêmes constatations. Voilà pourquoi d'ailleurs je me suis permis de parler d'obséquiosité. Il existe, moi je le pointe depuis toujours, moi qui ne suis pas, qui ne me considère pas comme un communautaire, même si encore une fois il n'y a aucune honte à l'être, hein, mais ces derniers temps, pour vous dire le fond de ma pensée affligée, je dénote des comportements de juifs de cour. Je dénote une sorte de connivence. Je dénote une sorte de connivence entre les notables. Et même si, encore une fois, je comprends bien qu'il est important d'entretenir des relations policées avec les autorités, mais il y a des limites. Il y a des limites à la connivence. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être on ne veut pas désobliger le nouveau ministre de l'Intérieur. Je ne peux pas. Comment voulez-vous que je ne me pose pas ce genre de questions? Mais je m'arrête là parce que, entre nous soit dit, Michel Zerbi, c'est pas très important. Je vous ai dit au tout début de cette affaire, ça n'est pas une affaire communautaire. Ça n'est pas une affaire communautaire. Donc moi, qu'il ne soit pas là, je vous dis franchement, je ne sens pas un cruel manque. Alors juste un mot à rajouter, moi je ne suis plus communautaire parce que je suis depuis maintenant 4 ans député, mais j'étais pendant des années vice-président du CRIF. J'ai eu Francis Khalifa tout récemment, j'ai évoqué avec lui cette affaire. Il a écrit une tribune dans le Figaro il y a quelques jours où il demande la vérité, seulement la vérité, toute la vérité. Mais la vérité, elle passe aussi à se poser des questions, et en particulier sur des questions douloureuses. Moi, hélas, avant de m'exprimer, quand j'ai eu l'appel de M. Attal, qui s'est épanché dans un premier temps en expliquant qu'il souhaitait que je me mêle et m'exprimer sa confiance, j'ai parlé au grand rabbin de France, j'ai parlé à Maître Goldman, j'ai parlé au président du CRIF. Lui, à l'époque, le président du CRIF était fatigué, mais j'ai parlé, qui avait été voir le procureur. Et c'est vrai, dans un premier temps, il y avait plutôt une tendance, dans un premier temps, à dire non, circuler, il n'y a pas grand-chose à voir, il semblerait que. Mais aujourd'hui, il y a d'autres éléments. Et je répète, cette affaire ne pourra, tant que la presse, je me répète, mais tant que la presse ne se prendra pas à bras le corps, cette affaire qui est dramatique. Je vois aujourd'hui les centaines d'heures qu'il y a sur une affaire aussi dramatique, l'affaire Grégory, des milliers d'heures, des luttes des journaux. Et je me pose la question sur cette affaire aujourd'hui, messieurs et mesdames de la presse, c'est pas vous parce que vous êtes là, mais beaucoup ne sont pas là. Et la question de cette absence, je ne la comprends pas. Voilà. Oui, en fait, communautaire ou pas, justement, quand vous disiez qui est là, moi j'aimerais bien, enfin, on ne va pas lister, mais il semblerait que sont là encore une fois les représentants de la presse juive. Et puis Marianne Gozlan de Marianne. Est-ce que vous avez une question? Non, mais ma question, justement, elle est faite sur le fait que malgré tout, on ne peut pas passer sous silence le fait que vendredi, il y a eu un communiqué de presse de Maître Duchinger, et que moi, qui ne suis pas du tout juriste, j'avais pu comprendre que donc il était, bien sûr, je me pose des questions sur les différences et l'absence des instances, etc. Mais j'avais pu comprendre qu'il y avait aussi deux stratégies qui se disputaient ou qui s'opposaient ou qui se complétaient peut-être. Merci. Avec la demande d'acte et puis la plainte que Mme Nadal disait avant la Je vous ai répondu, je ne dirai pas moi. Ok, merci. Une autre question d'un journaliste? Bien, avant de passer la parole à d'autres personnes de la salle, je voudrais demander à M. Régnier s'il voulait dire un petit mot.
membre de la Fondapol. Non, pas pour le moment. Non, je veux juste dire que je n'ai pas, j'ai des minutes pour écouter, mais je ne suis pas journaliste. Je suis juste professeur des universités. Je dirige une fondation qui est la Fondation pour l'innovation politique. Et nous avons mené en 2014 une enquête sur l'antisémitisme en France. C'est une enquête que nous avons menée de façon très rigoureuse, quantitative avec l'IFOP. Nous avons interrogé 2 échantillons et nous avons montré qu'il y avait 3 foyers principaux d'antisémitisme en France, qu'ils étaient importants. L'un de ces 3 foyers, outre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est la communauté française musulmane. On l'a montré de façon documentée. C'est confirmé par une étude qui vient de paraître aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, quelques jours, en Suède, sur l'antisémitisme en Europe, sur plusieurs pays, dont la France, qui fait état de même corrélation. Et le politologue que je suis ne s'étonne pas de l'existence de corrélations dans un sens ou dans un autre. Les préjugés n'ont pas leur place. Évidemment, l'analyse objective peut s'y situer heureusement. Ce qui me frappe, et c'est pour ça que je dis quand même un mot, ce qui me frappe, c'est, au fond, je n'ai pas moi, de compétences pour parler de la partie judiciaire ou de la partie concernant la police, mais je crois simplement que ces 2 parties-là sont la conséquence de la première. Puisqu'il me semble objectivement, je n'ai pas documenté ce que je vais vous dire là à l'instant, mais il me semble qu'objectivement, le drame qui a eu lieu méritait une attention médiatique. Ça a été dit, mais je le dis à mon tour, l'attention médiatique sans commune mesure avec ce qui s'est passé. Et je crois qu'on ne peut pas expliquer l'absence de réaction médiatique proportionnée si on ne rappelle pas les grandes difficultés que l'on a en France pour mesurer l'antisémitisme. J'ai moi-même rencontré beaucoup de difficultés pour simplement mesurer avec des outils qui sont reconnus, qui ne sont pas contestés lorsqu'ils mesurent la force de l'antisémitisme dans le monde français de l'extrême droite. Personne ne m'a contesté sur ce point. Lorsque j'ai mesuré la force de l'antisémitisme dans un monde proche de l'extrême gauche, on ne m'a pas contesté sur ce point, sinon d'un point de vue plus idéologique, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'extrême gauche n'était pas heureuse que je mesure cela. Et c'est lorsque je fais une mesure qui montre la présence forte de l'antisémitisme dans une partie de la communauté musulmane que l'on est violemment contesté, avec la même méthode qui nous fait obtenir des conclusions dont j'ai cité déjà les 2 premières, qui elles ne sont pas contestées. Et donc il y a une vraie difficulté dans ce pays à reconnaître et à admettre la mesure objective d'un phénomène qui malgré tout est montant, et qui est l'antisémitisme, qui est montant en France et qui est montant en Europe, et même semble-t-il aux États-Unis, je le dis au passage, qui est un vrai phénomène de grande tendance historique. Et je me retrouve simplement, et c'est pourquoi moi j'ai signé la pétition qui a été lancée après l'article qui a été évoqué dans le Figaro, c'est pourquoi j'étais ici ce matin, pour vous écouter surtout, mais je veux juste témoigner de ce fait, y compris du côté des chercheurs, de ma communauté scientifique. C'est très difficile de mesurer ce genre de mesures. Nous sommes a priori jetés très très loin et les réactions sont très violentes et très virulentes. Et c'est déjà un signe d'un malaise qui explique encore une fois pourquoi et la presse et ensuite peut-être aussi les autorités sont moins performantes que sur d'autres sujets. Merci pour ce témoignage. Oui, ce que vous dites me ramène à 17 ans en arrière, lorsque nous avions fait le recensement des premiers actes antisémites, des incendies de synagogues, des agressions, des incendies d'écoles juives, etc., que toute la liste avait été publiée par un seul média, c'était Marianne, je parle d'un média de Martin Gozlan, mais que ça n'a fait frictionner personne, ni les autres médias à ce moment-là, ni les hommes politiques. Et je me souviens que nous avions organisé des rencontres avec le Topzeraïla au consistoire, avec des personnalités politiques, le ministre de l'Intérieur, etc., et qui nous disaient à ce moment-là déjà ne pas véritablement être au courant de la situation. Et quand nous avons essayé de démontrer, en plutôt bureau de vigilance, puisque nous avons fait un recensement précis, nous avons démontré que l'antisémitisme a commencé dans des communes où on avait incité à la haine d'Israël, bien là aussi, on ne voulait pas vraiment le croire.
et ces communes, alors on a appelé ça ensuite l'antisémitisme des banlieues, mais pourquoi? C'est parce que si à Gagny il ne se passait rien, si à Orincy il ne se passait rien, si à Drancy il ne se passait rien, eh bien, dans les autres villes dirigées par des maires communistes avec des, vous les citiez tout à l'heure, des partis gauchistes, eh bien, c'est là qu'il y avait les incendies de Saint-Denis, par exemple, à Pont-Neuf, je peux vous en citer, Trappes, etc. Donc, c'est là que ça se passait. Et cette communauté qui était amenée à soutenir la cause des Palestiniens, parce qu'au départ, ils sont moqués complètement, mais ce sont ces hommes politiques qui détenaient une parcelle de pouvoir, qui les ont poussés pour des intérêts qui leur sont propres. Et on se trouve aujourd'hui dans cette situation. Alors, déjà à l'époque, il faut savoir que quand j'avais été prévenu de la découverte du corps d'Ilan Halimi, il était encore vivant quand on m'a prévenu, c'était un collègue qui m'a appelé. Eh bien, j'avais reçu des... comment on dit ça? Des recommandations, pour ne pas dire que c'était antisémite. Il faut le savoir. Un appel du cabinet du Premier ministre de l'époque, un appel d'un ami qui était au CRIF, vice-président du CRIF. Il ne fallait pas dire que c'était antisémite. Et je me souviens même qu'un ancien, alors que moi j'étais à RTL pour parler de ce crime antisémite, il y avait même un ancien président du CRIF qui disait que cela n'était que le fait de voyous. Voilà. Alors on se trouve, nous, aujourd'hui, dans cette communauté juive, à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et je suis persuadé que aussi au consistoire, comme au CRIF, ils pensent exactement comme nous, ça c'est certain. Mais alors, pourquoi cette attitude? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va servir ou desservir les intérêts de la communauté juive qui subit ces actes antisémites et qui malheureusement va encore les subir? Attendez, je vous rappelle que c'est une conférence de